Nvidia est devenu le roi du monde. Après avoir été un illustre inconnu pendant de longues années, comme a pu titrer BFM TV avant de changer le mot par méconnu dans l'article tellement ils sont fait taper dessus, la société au logo vert est sur toutes les lèvres. En effet, de base, ils étaient quand même bien installés, mais sur une niche particulière. Aujourd'hui, ils font partie des plus grands. Non, mieux, ce sont les plus grands. Et à l'heure où je vous parle, donc sur la deuxième moitié de juin 2024, Nvidia est devenue la société la plus valorisée au monde. Oui, devant Microsoft, devant Apple, devant absolument tout le monde. Mais comment c'est possible? Comment ça se fait qu'en 5 ans, la valeur de Nvidia a fait une augmentation de 3300%? Alors que pourtant, il y a 5 ans, les RTX 2000 existaient déjà et ça les avait déjà mis en tête sur le secteur des cartes graphiques. Est-ce que ce x33 est raisonnable? Et surtout, est-ce que ça peut s'effondrer? Et si c'est le cas, quand? Car vous allez voir que dans l'histoire de la tech, une société qui explose tout le monde et qui se brûle les ailes, on a eu un exemple bien précis à l'aube d'Internet. Et peut-être que c'est le même sort qui attend le numéro 1 actuel. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, on va donc parler de l'explosion fulgurante de Nvidia. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Clairement, ils ont dépassé tout le monde sur un secteur qui était inconnu du grand public il y a peu de temps. Exactement comme le sponsor de cette vidéo d'ailleurs, un Mysterium VPN. Car oui, ici nous ne sommes pas sur un VPN traditionnel, mais un complètement décentralisé soutenu par 20 000 internautes à travers la toile dans le monde. Avec ce VPN, vous pouvez donc vous connecter à 135 pays différents, bien plus que beaucoup de ses concurrents plus classiques, et qui se veut donc plus flexible vu son fonctionnement. Les avantages d'utiliser un VPN sont multiples: accéder à du contenu bloqué dans votre pays d'origine, payer moins cher vos billets d'avion ou d'hôtel car ces derniers sont souvent modifiés par rapport à votre lieu de connexion. Bref, en avoir un sous la main est extrêmement utile et peut servir dans pas mal de cas à vous faire économiser des sous. Et grâce à Mysterium VPN, vous pouvez naviguer en ligne en toute sécurité car vos données seront donc chiffrées. Et grâce au système décentralisé, vous n'êtes pas soumis au serveur d'une société de VPN mais bel et bien une IP domestique authentique. Ce qui fait que d'un côté, la société de VPN ne peut pas accéder à vos données pour les revendre à des tiers par exemple, ou bien même filer toutes vos infos aux autorités, vu que de toute façon ils les ont pas. Le mieux dans tout ça, eh bien profitez de 15% de réduction supplémentaire sur tous les forfaits Mysterium VPN avec le lien qui se trouve tout en haut de la description. Et oui, c'est bien supplémentaire sur les offres déjà proposées sur le site. Je vous laisse donc checker tout ça pour ainsi débloquer plein de nouveaux usages à votre navigation internet grâce à ce leader du VPN décentralisé. Mais retournons sur notre autre leader justement, Nvidia. Et ici, c'est clair qu'ils ont dépassé absolument tout le monde. Mais pourquoi maintenant? Est-ce que c'est vraiment plus fort qu'un Apple ou un Microsoft? Bon, déjà, évidemment, Nvidia n'est pas un illustre inconnu, hein. La marque est déjà établie depuis fort longtemps. Faut se dire que la société date de 1993 quand même, fondée par 3 hommes, Curtis Priem, ancien employé de Sun Microsystems, Chris Malachowski, ancien employé de HP, et évidemment le président actuel, Jensen Huang, la star qu'on voit partout, qui lui est un ancien employé de chez AMD. Ouais, le concurrent rouge, hein, qui date lui de 1969, et il est actuellement battu à plat de couture par un de ses anciens salariés, un coup dur. Depuis toujours, ils sont connus pour leur carte graphique, avec cette magnifique Nvidia NV1, une puce graphique qui ne fonctionnait que sur Windows 95. Ouais, on est très loin des grosses bestioles qu'on a de nos jours, hein. Pas le giga succès dès le début, mais il s'accroche. Et malgré quelques années difficiles face à AMD Radeon qui sera quand même en avance pendant une longue période, vu qu'ils sont plus vieux, hein, il y aura quand même quelques succès, comme par exemple la Riva TNT2 ou encore certaines GeForce, nom qui vous dit peut-être quelque chose aujourd'hui. Il y a quelques projets qu'on voit encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, qui sont développés à ce moment-là, comme l'environnement CUDA, énormément utilisé de nos jours dans le monde professionnel, ou encore les processeurs Tegra, encore utilisés dans une console qui aime bien la nostalgie et qui a actuellement bientôt 10 ans dans son capot, hein. C'est pas demain qu'on verra du ray tracing sur Mario, hein. Bref, compliqué de vous faire un résumé de tout ce qui a pu se passer en 30 ans sans y passer des heures. Déjà car ça fait beaucoup d'années, hein, mais surtout on était sur la ruée vers l'or à l'époque. L'explosion de l'ordinateur domestique et professionnel est arrivée dans les années 2000, et donc il y avait tout à faire et tout à expérimenter. Moi personnellement, le truc qui me manque le plus de cette époque, c'était les designs de maboule qu'on avait sur les boîtes de cartes graphiques, hein. Entre les gobelins horribles, des êtres célestes, des guerrières en petite tenue, on avait tout. Si Sivkin veut faire une enquête sur qui sont les designers des personnages des boîtes de cartes graphiques, perso je prends, hein. Alors pourquoi on a fait ça? Eh bien c'est une bonne question, hein. Ma théorie personnelle qui n'est basée sur absolument rien, on achetait beaucoup de jeux à la jaquette vu qu'utiliser internet c'était pas aussi répandu. Et donc peut-être que certains marketeurs se sont dit, ouah, les gosses ils vont préférer clairement acheter une carte graphique avec l'orque qui est en train de manger des pastilles pour la toux, plutôt que Gandalf qui vient de faire une grève de la faim qui a duré 100 ans. Voilà, vous faites ce que vous voulez de ma théorie et n'hésitez pas à me partager la vôtre si vous pensez qu'elle est meilleure, hein. Et je leur aurais bien demandé moi-même à Nvidia, mais vous savez, ils m'ont une follow sur Twitter en 2019 après une vidéo collaboration avec AMD que j'ai fait avec Ico. Il y a des choses qui s'oublient pas et qui font toujours souffrir le Kokoro même des années après, hein. Mais petite dédicace à tous ceux qui pensent que je suis sponsor par Nvidia à chaque fois que je dis du bien de leur carte graphique, hein. Parce que du coup j'ai plus de quoi leur envoyer la facture, hein, c'est ballot. Mais d'ailleurs, qui ont été les concurrents de Nvidia pendant tout ce temps? Eh bien concrètement, il y en a eu qu'un et demi. On a déjà justement ce fameux AMD, hein, qui produit aussi des cartes graphiques, et on a aussi eu un peu Intel, hein, qui essaie d'arriver dans la course avec ses arcs, mais on n'y est pas vraiment encore. Leurs cartes ne sont pas encore au niveau. Mais en même temps, AMD et
Nvidia ont tellement d'avance que c'est déjà remarquable de leur arriver à la cheville en aussi peu de temps. Et en fait c'est tout hein. Bon en réalité tout ça n'est vrai que si on se limite aux cartes graphiques à proprement parler, mais en réalité la concurrence étant bien au-delà. Par exemple, bien quand Intel propose des processeurs avec GPU intégrés, bon Nvidia ne fabrique pas ce genre de produit, mais en même temps ça reste un produit concurrent qui permet de se passer d'une puce graphique séparée. Pareil pour les puces M de Apple, pareil aussi pour les SoC qu'on retrouve dans tous nos smartphones aujourd'hui, hein, comme les puces Exynos de chez Samsung et les Snapdragon de chez Qualcomm qui aussi arrivent sur des PC maintenant. Mais malgré cette abondance de puces graphiques, pour s'acheter une carte graphique pour jouer à WoW, y a pas 106 000 choix. Hein. Certes, il y a plein de marques différentes comme Asus, MSI, ASRock et j'en passe, mais à la fin, les puces graphiques qui composent ces cartes restent des puces Nvidia ou des puces AMD Radeon. Et Nvidia a pris une bonne longueur d'avance avec l'annonce des RTX 2000 en 2018, en mettant en avant des technologies très peu utilisées dans le gaming avant ça. Le ray tracing, le DLSS, le Global Illumination, bref, tout ça j'en avais parlé il y a très longtemps. Je vous invite à aller revoir le Léo du passé pour avoir plus de détails sur tout ça. Aujourd'hui, AMD a pas mal rattrapé le tout avec des technologies similaires, comme le FSR pour ne citer que lui. Mais oui, Nvidia a été le premier. Et tout ça, c'est énorme, hein. Mais pour autant, ça reste une niche. Tout le monde n'a pas besoin de carte graphique comme on pourrait avoir besoin d'un smartphone Apple ou d'un PC Microsoft. Car après tout, bon nombre d'ordinateurs tournent sans. Et oui, il y a plein d'applications pro, hein, pas mal de B2B fait à côté. Mais bon, ça a pas la prestance de très gros. Ici, on est sur des sociétés cotées en bourse, donc on peut d'ailleurs comparer ça dans le temps. Hein. Nvidia en septembre 2018, c'est une capitalisation boursière de 170 milliards de dollars. Là où AMD, c'était 30 milliards. Hein. Donc oui, ils sont bien devant, mais à côté, Apple venait de dépasser les 1000 milliards de capitalisation et Microsoft n'est pas très loin derrière. Donc ouais, ça reste des petits joueurs. Pourtant aujourd'hui, Apple et Microsoft tournent autour des 3000 milliards de dollars, mais Nvidia aussi, hein. Donc ils sont passés d'être seulement 15% de ces grosses boîtes à être leurs semblables. Je sais pas si vous réalisez quand même le délire. Hein. Alors bien sûr, on parle de capitalisation et donc de valeur qu'on donne à une entreprise. Il y a énormément de spéculation sur tout ça, mais pareil, on va y revenir. Donc oui, tout va bien pour Nvidia, mais dans un secteur particulier et qui a un plafond de verre jusque-là. Les entreprises d'un côté et les gens qui ne se douchent pas de l'autre. Mais le secteur de l'IA, lui, il touche absolument tout le monde. Encore une fois, certains ne se rendent pas compte, mais depuis décembre 2022 et l'annonce de l'ouverture au grand public de ChatGPT 3.5, un tournant majeur a eu lieu et en seulement un an et demi, énormément de choses ont bougé. Des investissements monstres ont été faits sur ce secteur à coût de plusieurs milliers de milliards dans tous les sens. Et tout ça pour être le prochain grand leader de la prochaine révolution numérique. Tout le monde n'a qu'une idée en tête, devenir la référence dans le monde de l'IA, comme a pu l'être Google dans le monde du moteur de recherche. Ici, tout le monde va être le Google de 2024 et l'évolution des outils crée des changements d'habitude drastiques. Rien que début 2023, en mars précisément, le trafic de Bing a augmenté de 15% grâce à l'ajout de Prometheus, sa version dérivée de ChatGPT optimisée pour la recherche en ligne. Et 15% sur un secteur pareil en un mois, c'est gigantesque. C'est pas pour rien que Google met les bouchées doubles et tente de sortir Bard depuis Gemini pour rattraper son retard dans la course en mettant absolument tout le monde sur l'intelligence artificielle. Mais pour tout ça, il faut des ressources et pas qu'un peu. Il suffit pas d'un ou deux PC avec des RTX 4090 dans la cave d'OpenAI pour faire tourner ChatGPT. Non, ici, il faut des super ordinateurs, des trucs ultra entraînés et taillés pour faire fonctionner tous ces modèles qui naissent les uns après les autres. Et donc si on a un max de puissance, alors on est en mesure de proposer des modèles qui sont plus performants, des modèles plus précis et des modèles plus rapides. C'est tout bénef, et dans un âge comme le nôtre où les gens cherchent celui qu'ils vont utiliser par défaut, donc on est vraiment en maturation de tout ce service, hein, exactement comme un Google il y a 20 ans, c'est extrêmement crucial d'être au-dessus des autres. Et ici, les puces qui ont montré le plus de performance à l'heure actuelle et qui sont les plus prometteuses pour le futur, c'est bien celles de Nvidia. D'où la spéculation de malade, hein, de l'attrait de fou sur ces toutes nouvelles puces H100, la Rolls-Royce des puces pour l'entraînement de modèles, détruisant tout un tas de benchmarks ainsi que ces anciennes puces qui étaient déjà les meilleures dans leur catégorie. Bref, cela donne confiance à Nvidia et donc tout le monde les veut. Et quand tout le monde veut absolument vos produits, vous faites un peu ce que vous voulez avec les prix, hein, en plus de choisir à qui sera destiné le prochain stock de puces et leur évolution. En juin 2023, on pouvait trouver ces fameux Nvidia Hopper H100 pour 40 000 $. Ouais, bon, je vais peut-être mettre une alerte sur D-Labs pour l'avoir moins cher. Hein. D'ailleurs, pour la vanne, il y a des mecs qui ont essayé de faire des benchmarks de jeux vidéo là-dessus. Et sachez que Red Dead Redemption 2 tourne à seulement 8 FPS. Franchement, c'est super nul. Évidemment, sur ce secteur, il y a énormément de concurrents, mais en vrai, ils ne sont pas tous comme on l'a vu et beaucoup doivent se compléter. Car il y a plein de branches différentes qui doivent marcher entre elles, et donc des alliances se font dans tous les sens. C'est pas pour rien qu'Apple bosse avec OpenAI pour son Apple Intelligence. C'est pas pour rien non plus que Microsoft bosse aussi avec OpenAI pour améliorer Bing. Ils sont un peu copains-collègues, et c'est ça sans compter toute la partie infrastructure, avec des sociétés comme Super Microcomputer. Après, attention, sur la partie puissance de calcul, Nvidia a évidemment des concurrents, mais sacrément devant tout le monde. On peut voir des noms parfois, genre par exemple le Grok, et avec un Q, pas ne pas confondre avec Grok avec un K qui est le chatbot de Twitter. Et histoire de vous en donner un autre, on pourrait aussi parler de Graphcore, une startup britannique. Mais bon, très franchement, on est très loin des mastodontes que sont Nvidia ou bien même encore AMD qui sont là depuis
depuis de longues décennies. D'ailleurs, pour parler d'AMD de son côté, bah c'est pas autant la joie sur l'IA. Déjà la confiance n'est pas la même, car ici la capitalisation boursière est seulement à un peu plus de 250 milliards. Alors oui, ça reste énorme, hein, mais comparé à la route qu'a pris Nvidia, bah ils se sont fait tracer, et du coup évidemment la comparaison est souvent faite entre les deux. Et le cours de la bourse d'AMD chute par moment quand les investisseurs voient que les puces IA d'AMD ne seront pas les prioritaires, malgré des annonces de Lisa Su, la patronne d'AMD, qui évoque que la demande globale de puces en matière d'IA sera tellement forte en 2024 que tout le monde va vendre des puces. Et c'est sûrement vrai d'ailleurs, hein, mais ça donne un discours un peu défaitiste de bon bah on vendra aussi nos puces à ceux qui n'auront pas réussi à en acheter chez Nvidia quoi. Hein. Surtout qu'AMD de son côté a un contrat un peu empoisonné, celui d'être le partenaire exclusif des consoles PlayStation 5 et Xbox Series, donc de devoir gérer ce marché qui est actuellement en train de mourir, hein, en tout cas sur la partie hardware. Ouais je sais, hein, je lâche de sacrés termes d'un coup là comme ça, mais bon je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises que le jeu vidéo est en train de crever, et à mon avis même si ça plaît absolument pas, le jeu vidéo tel qu'on le connaît va disparaître petit à petit, faute d'avoir réussi à renouveler son public. Hein. C'est pas pour rien qu'on est nourri au copium à coups de remake remaster HD. Hein. Bref, je divague, on en reparlera peut-être encore une autre fois si vous voulez. Effectivement, les yeux sont tous rivés sur l'IA de nos jours et absolument pas sur les cartes graphiques et autres consoles. Et le marché est extrêmement chaotique là-dessus, à monter et à descendre frénétiquement, ce qui crée énormément d'attentes de rupture dans tous les sens, et donc de gens qui veulent être ceux qui vont pouvoir faire augmenter les prix comme des fous pour ainsi profiter de tout ça. Résultat, les prix explosent et Jensen Huang devient une vraie star. J'ai pu d'ailleurs le voir lors du Computex de cette année à Taïwan et c'était vraiment lunaire. Hein. On devait tous rester sur place pendant 1h30 en espérant qu'il passe dans l'allée de MSI. C'était pas sûr qu'il passe, hein. Peut-être qu'il allait jamais venir, mais bon, au cas où, fallait bien qu'il puisse marcher tranquillement. Et évidemment, quand il est arrivé, l'allée s'est complètement détruite, hein, et il a même signé les seins d'une femme qui passait par là. Ouais, c'est presque devenu un vrai youtubeur, manquerait plus qu'elle soit mineure et c'était parfait. Hein. Bref, il y a une vraie frénésie, et souvent sur des cas du style, bah la chute peut être très violente. Déjà, comme dit plus tôt, on est sur de la spéculation, donc peut-être que la demande en IA ne sera pas aussi forte qu'attendue, peut-être que Nvidia ne sera pas à la hauteur, peut-être qu'il y aura des dramas en interne qui feront perdre la face à la société, un peu comme OpenAI qui a viré son propre patron Sam Altman juste avant de le réintégrer quelques jours plus tard. Et au moindre vent qui tourne, tout le monde peut tenter de vendre ses actions et faire dégringoler les prix, car oui, il y a un cercle vertueux et aussi un cercle vicieux là-dedans. Et ça, certains employés le pressentent un peu d'ailleurs et partent en retraite anticipée, ce qui tombe très bien pour eux, car il faut savoir que beaucoup des derniers gagnent des primes et notamment des options d'achat des actions dans la société dans laquelle ils bossent, ce qui veut donc dire qu'ils peuvent en acquérir bien plus facilement, et ça ils l'ont fait pendant toute leur carrière. Et donc bon bah d'après pas mal d'années, surtout l'explosion de ce prix, hein, certains ont eu un sacré pactole, comme par exemple 62 millions de dollars en valeur d'actions. Et donc bon bah on peut partir à la retraite tranquillou quoi. Oui, tout ça c'est un vrai problème actuel chez Nvidia, vu que la société est cotée ultra en bourse, bah certains en profitent et en vrai ils ont un peu raison. Ils vont donc tout vendre pour tout arrêter et se la couler douce jusqu'à la fin de leur vie. Et d'ailleurs il y en a pas que un ou deux qui ont fait ça, car même le fameux patron Jensen Huang vend certaines de ses actions. Et donc pour le premier semestre 2024, plus de 700 millions de dollars d'actions Nvidia ont été vendus, ce qui joue évidemment sur le prix d'un côté, car il faut bien trouver preneur, et en même temps joue sur le côté confiance des investisseurs, car se dire qu'on est sur la plus grosse vente faite depuis ces 2 dernières années, c'est pas très rassurant. Hein. Pour faire l'avocat du diable, il y a 2 ans la valorisation n'était pas la même, donc la signification de 700 millions de dollars n'était clairement pas la même non plus. Néanmoins oui, on reste sur de la spéculation, et cette même action a par exemple fait baisser le cours de 3,5%, et on se demande donc tous, est-ce que le cours de Nvidia peut aller encore plus haut maintenant que c'est le numéro 1, ou va-t-il retomber comme c'est déjà arrivé par le passé? Car oui, tout ça fait quand même écho à une histoire d'il y a 25 ans avec Cisco, une énorme société de matériel réseau qui ne parlera pas à grand monde de nos jours, mais qui pourtant était considéré comme le roi d'internet. Pour vous dire, en 2000, Cisco avait une capitalisation boursière de 500 milliards de dollars contre seulement 200 millions en 1990, donc un petit fois 2500. Et c'était il y a 25 ans, donc absolument pas les mêmes dollars qu'aujourd'hui et pas du tout le même marché. Avec cette valorisation, ils étaient tout simplement les premiers du marché, exactement comme Nvidia aujourd'hui. Ils étaient donc vraiment au-dessus de tout le monde, et cette montée en flèche a donné envie au monde entier de spéculer sur internet. Mais bon bah la réalité était bien loin des espérances, et la bulle internet a donc éclaté. Alors bien sûr je suis pas en train de vous dire qu'internet n'existe plus, car ce serait bizarre, car je vous parle actuellement grâce à ça en fait, mais les investissements étaient beaucoup trop forts par rapport aux résultats, et les attentes l'étaient donc tout autant. Je vous rappelle qu'en 2000 on croyait que les voitures volantes allaient arriver dans quelques mois, et ils avaient en tête que 2015 allait se passer exactement comme dans le film Retour vers le futur 2. Et bon bah on en est un chouïa loin quoi, j'ai envie de dire. La spéculation a donc rejoint la réalité, et ça a fait très mal aux leaders du secteur, et donc Cisco a perdu de sa valeur extrêmement rapidement, et descend donc de 75% en seulement quelques mois. Aujourd'hui en 2024, Cisco n'a toujours jamais raté ce fameux pic, et actuellement a une capitalisation boursière de près de 200 milliards, sauf qu'encore une fois, l'argent d'aujourd'hui n'est absolument pas comparable à l'argent d'il y a 25 ans. Ouais, merci l'inflation. D'ailleurs, eux aussi font des coupes d'employés, avec 5% des gens virés en février 2024. La marque se tourne d'ailleurs de plus en plus elle aussi vers l'IA pour essayer de se faire sa part sur cette ruée vers l'or, et les voir se rapprocher de la bulle IA comme
ça, bah ça rassure pas sur l'explosion de cette dernière. Car tout ce que ça fait, c'est rappeler qu'il pourrait se passer exactement pareil pour Nvidia. Évidemment, la société ne mourrait pas, déjà car elle ne fait pas que ça et est connue depuis bien fort longtemps, mais une baisse de capitalisation très forte à coût de moins de 50%, bah c'est pas un scénario impossible. Et surtout, bah c'est quelque chose qui va au-delà de ce qu'ils peuvent contrôler, car cette capitalisation folle est due au phénomène global de l'IA, et tout ça va se jouer sur les mois qui arrivent. Quand on voit que tout le monde est à cran sur ce secteur, 2024 va être décisif pour ce dernier, et donc pour les boîtes du secteur comme Nvidia, vu que là on commence à avoir des PC boostés à l'IA, des copilotes et autres Apple Intelligence présentés dans tous les sens, et même une nouvelle touche sur votre clavier alors que le layout n'avait pas bougé depuis 30 ans. Ça veut bien dire qu'il se passe quelque chose de fou quoi. Et il y a clairement une envie d'être le nouveau leader de ce marché et surtout de le rendre indispensable et lucratif. Maintenant, est-ce que ça va l'être de manière aussi forte que ce qu'espèrent les investisseurs? Bah honnêtement, je pense pas, car comme la bulle internet de l'époque, on espère énormément. Et certes, ce sera cool, mais pas aussi cool et gargantuesque que dans notre tête, quand on voit qu'actuellement on commence à avoir les premières IA texto-vidéo qui deviennent accessibles au grand public. Et bon bah qui servent actuellement juste à faire venir des voyageurs temporels dans des vieux mèmes. Ah bah écoutez, faut bien rester créatif. Mais après, j'ai pas de boule de cristal, et il y a tellement d'acteurs et tellement de choses cachées dans tous les sens que certaines micro-actions vont avoir des conséquences énormes. Maintenant, le but du jeu, bah c'est d'être le meilleur, de pas trop avoir de casserole et de pas trop mentir aux gens sur ce qu'on sait vraiment faire de nos puces et de nos outils d'IA. Car bon, dans l'IA, on l'a déjà vu par le passé, les fameuses démos qui sont pas vraiment des démos. Donc ouais, Nvidia de votre côté, nous refaites pas le coup de la GTX 970 et de ses 3,5 Go de VRAM au lieu des 4 promis. Ouais, les plus vieux se rappelleront de ce traumatisme au fond d'eux. Et aussi, ce qui va jouer, c'est plein d'autres facteurs économiques, comme les crises actuelles, les dettes de zinzin de plein de pays qui vont possiblement freiner l'évolution, les réglementations par-ci et là qui vont aussi altérer le tout. Par exemple, saviez-vous que l'IA d'Apple, Apple Intelligence, ne peut pas sortir en Europe à cause du tout nouveau DMA dont je vous ai parlé il y a quelques mois? Car oui, Apple préfère du coup priver l'Europe de ses technos plutôt que se plier à nos régulations tellement ça les gave, et que bah là on a un exemple concret. Et à tout ça, on peut aussi ajouter des conflits géopolitiques d'ailleurs, car ouais, si Nvidia est certes une société américaine, beaucoup de choses se passent à Taïwan, notamment avec ce fameux TSMC, l'entreprise gigantesque qui capte quand même 50% des parts de marché de la fonderie de semi-conducteurs, dont ceux de Nvidia. Et bon bah actuellement tous les 2 jours la Chine vient dire coucou à Lille, et c'est pas en tant que voisin cool qui vient demander du sucre. D'ailleurs TSMC vient de recevoir une subvention de 6,6 milliards de dollars pour venir s'implanter en Arizona. Et l'Arizona, bah c'est pas à Taïwan, c'est plutôt aux États-Unis, et ça pour produire des puces directement là-bas. C'est pas très difficile de s'imaginer pourquoi les US sont prêts à raquer pour ça. Bref, là on part sur un tout autre sujet. La vidéo est déjà assez complexe comme ça, mais faut pas oublier qu'on est quand même dans une période assez bizarre de l'histoire. Et comme souvent dans ce genre de période, les technologies sont extrêmement chamboulées. Ouais, pendant les guerres, c'est là où ça évolue le plus. Mais aussi, oui, je ne pense pas avoir les connaissances géopolitiques pour aborder ce sujet en profondeur, donc j'ai quand même évité de le faire trop. Pour moi, l'IA reste une vraie nouvelle révolution, un vrai changement d'air comme l'a été Internet, et va encore une fois créer une nouvelle fracture numérique, exactement comme cette toile sur laquelle nous naviguons. Aujourd'hui, on a ceux qui savent utiliser Internet et les autres, et la différence est drastique. Demain, on aura ceux qui savent utiliser les IA et les autres, et la différence sera encore plus grande. Car malgré une envie de rendre ça le plus ouvert et accessible possible, exactement comme le web en fait, eh bien les early adopteurs ont pu clairement bien plus profiter de la situation. Et c'est pas pour rien que la plupart des plus grandes fortunes du monde actuel le sont devenues grâce au web. Et dans le monde de demain, ce sera sûrement grâce à l'IA. Bon, peut-être pas avec des chansons sur la montée de l'Everest par Inoxtag, mais c'est quoi votre vision à vous de l'IA? Est-ce qu'il y a un cas d'usage dans lequel vous l'utilisez tous les jours? Et ça personnellement ou même professionnellement? En vrai, n'hésitez pas à partager ça, car je suis sûr que beaucoup ne savent pas trop par où commencer, et vous créerez possiblement des vocations. D'ailleurs, tenez, je vais vous donner un exemple que moi j'utilise très souvent, car de mon côté, l'IA est utilisée pour créer une piste audio de moi qui parle en anglais sur plein de vidéos, et donc c'est dispo sur plein d'anciennes vidéos d'ailleurs. Genre la vidéo qui est juste à côté de moi où je parle d'internet d'avant sur laquelle vous pouvez tout de suite cliquer, et bien vous pouvez choisir la piste audio anglaise et donc me voir parler avec une création de l'internet d'après, si ça c'est pas beau. Et comme ça vous me donnerez votre avis si ça marche bien ou non. Et en tout cas, d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!